Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur La Parenthèse. Alors qu'à travers le monde, on déboulonne les statues d'anciens esclavagistes, notre pays, le Bénin, a décidé de restaurer ces monuments pour conter sa douloureuse histoire de la traite négrière à la colonisation, le commerce des esclaves, une infirmité liée à un accident de l'histoire que le Bénin tente de préserver. Eh bien, nous en parlons. Mais d'abord et avant tout, on va s'intéresser à la santé, à quelques leçons d'ici à connaître et bien évidemment un tutoriel pour la route aujourd'hui. C'est mardi. Madame, Monsieur, la parenthèse est ouverte. La minute de l'humoriste va prendre quelque peu une allure de sensibilisation sur la pandémie de coronavirus qui sévit depuis peu à travers le monde entier. On suit cet élément que nous propose le DGJU Comedy Club. Bonjour voisin. Oui, bonjour. Je suis en train de déménager. Pourquoi? Je retourne en 2019. Oh, Abel. Non, sérieux. Quand on quittait 2019 pour ici, moi je pensais qu'il y avait l'argent dans l'année de 2020 là et qu'il y avait le bonheur. Mais en réalité, c'était la maladie qui nous attendait. On n'a même pas fait 2 mois seulement. Et c'est Tonton Corona qui nous attendait. Oh. Et jusqu'à présent, elle ne fait que tuer tout le monde. Même les blancs qui fabriquent les médicaments pour toutes les maladies là, ils n'ont pas pu trouver pour ça là. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de remède pour ça, mon frère. Donc, parce que pauvreté, c'est mieux que la mort. Non. Voilà, donc, j'ai déjà arrangé mes effets, donc je vais remettre la clé pauvreté maintenant et partir. Mais comme on est venu ici ensemble, bon, je pensais que toi aussi tu vas vouloir venir, puis on va partir. Oh, Abel. Ils ont dit qu'il faut prendre les dispositions, il faut. Et là, sur la bino, bon, que l'alcool guérit ça, bon. Là, je vais faire l'essai, bon. J'ai acheté ça. Pourquoi encore? Non, 8 verres. 8 verres, ouais, non. Chaque fois, non, 8 verres par jour. Tu vois, vraiment, ça ne me rassure pas. D'accord? Je vais partir. Abel. Oui. Écoute, pour prévenir le corona, c'est pas compliqué. Regarde, je me suis déjà protégé le nez. Tu protèges ton nez comme je l'ai fait. Mais à part ça, tu vas te laver fréquemment les mains. Hein? Et éviter de serrer les mains aux gens comme on sait le faire en Afrique. À part ça, il faut garder une certaine distance par rapport aux gens et c'est fini. Le corona ne pourra pas t'atteindre. Tu veux mourir? Ah bon? Il va te tuer. Asia, la maladie ne connaît pas le blanc. Et toi, tu es resté là à dire qu'il faut prendre distance. Et on prend le distance autour de moi, je vais partir. Asia, il va mourir en tout. Hein? Moi, je vais partir. Asia, il a caché le nez. Cache le nez. En tout, Asia. Mais sans les dieux, tu vas entendre le rythme. Il est mort. Et un coup, boum. Et la maladie va le tuer. Et un coup, il va un coup. Et on, voisin. Bon, moi, je suis en train de partir. Mais il a dit mon bon. Abel Maolin Pontor et Polycap Kakbo, dans Je déménage en 2000, enfin je retourne en 2019. Il n'y a pas quand même de panique à avoir. Mylène Fanou, Mylène, bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Évidemment, il n'y a pas de panique à avoir face à la pandémie de coronavirus. Non, pas du tout, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, mais que faire, c'est la vie, on prend avec ses hauts et ses bas. N'est-ce pas? Oui, on et reste surtout, en 2020 et on profite aussi des bons côtés. Absolument, et surtout on respecte les gestes barrières. Oui. Lesquels gestes barrières sont les déjà? Les gestes barrières, la distanciation sociale, se laver les mains à l'eau et au savon et avec un gel hydroalcoolique quand on n'est peut-être pas à la maison, en ville, on met le masque. Et on éternue dans son coude quand on a cette envie ou dans un papier qu'on jette automatiquement. N'est-ce pas? C'est très important parce qu'il faut préserver notre santé et celle des autres aussi. Ce n'est évidemment pas le médecin qui nous dira le contraire. Il sera présenté tout à l'heure. Le temps donc d'installer ta rubrique, c'est bien sûr santé.
Quand nous étions gamins, on l'a tous eu, je crois, en tout cas au moins une fois. Moi, je l'ai eu. C'est ce petit rond qui, à un moment donné, s'érige sur notre tête et refuse de disparaître. On ne comprend pas ce qui se passe véritablement, mais tout le monde se moque de nous. On lui dit, c'est belle lakpa lakpa. Aujourd'hui, on en parle sur la parenthèse. Lakpa lakpa en français, ça donne La teigne. la teigne. Allez-y, Mylène. Ah bon, donc tu l'as eu Bien la sûr, teigne. bien sûr. Au Toi- moins, on l'a tous eu une fois. Ah, moi, je ne l'ai pas eu. Ah bah, parce non, que je ne l'ai pas eu. justement, Alors, oui. tu étais une fille, donc tu n'étais pas aussi Ça turbulente n'arrive qu'un pas garçon. souvent Voilà. chez les filles. Alors, tu l'as si bien introduit, on parle de la teigne. C'est une maladie qui touche la peau, qu'on retrouve plus souvent chez les enfants et qui est mieux placé pour en parler qu'un dermatologue. Absolument. Donc, ce matin, je suis avec le dermatologue Franck Yédomon. Bonjour. Bonjour Mylène, Merci d'être des nôtres ce matin. je vous remercie. Alors, on parle de la teigne. La teigne, en thème simple, qu'est-ce que c'est? Merci. La teigne, en fait, c'est une infection parasitaire qui va attaquer, ce sont des parasites qui attaquent la tige pilaire au niveau donc, de sa racine et qui va entraîner plusieurs conséquences. La première, c'est la cassure de la tige pilaire. La deuxième, c'est la fragilisation de cette tige pilaire. Et la troisième, c'est en général l'avortement donc, de cette tige pilaire. La tige pilaire étant donc ce petit fil qui part donc de l'extrémité distale de vos cheveux jusqu'à sa racine. D'accord. Et quelles en est il y a plusieurs causes. Les causes en général, ce sont des champignons, deux types de champignons particuliers, un, le trichophyton et deux, le microsporum, qui sont des champignons qui vont aller se fixer donc sur la tige pilaire, c'est-à-dire le cheveu, et donc vont entraîner ces drames et ces conséquences que l'on observe. En général, c'est une maladie qui affecte en général la petite enfance. On la retrouve rarement après l'adolescence et les garçons souvent sont les plus atteints. Puis que les filles, c'est rare de trouver de la teigne chez les filles, mais c'est les garçons qui sont le plus atteints. Et c'est une infection que l'on retrouve beaucoup plus en milieu scolaire. Et en général, même on dit, quand on dit lakpa, cela fait référence en général à toute cette classe qui est infectée. Et puis celui qui n'a pas la teigne en général n'était pas considéré comme faisant partie de la classe parce qu'il n'avait pas cette teigne-là. Donc, il faut dire que ces germes, que ce soit le microsporum ou le trichophyton, peut être de transmission anthropophile, c'est-à-dire entre un homme interhumaine, une transmission interhumaine, et peuvent être également de transmission zoophile entre un animal et un homme, et peuvent être également de transmission tellurique, c'est-à-dire à partir du sol à l'homme. Donc ces trois types de transmission donc, vont donner la teigne, et c'est cela en général qui explique cela. Quelle est la manifestation? Est-ce qu'il y a plusieurs types de teigne? Il n'y a pas des... Tu en as eu peut-être sur la peau, je ne sais pas. Est-ce que ça existe? Non, la vient teigne parfois en général, sur la peau? il faut dire que c'est la localisation donc, du champignon sur le cuir chevelu. Donc on a plusieurs types de teignes. On a en général ce qu'on appelle les teignes tondantes. Les teignes tondantes, en général, on en a de deux types. Premier type, c'est les teignes tondantes microsporiques. Donc on a de grandes plaques qu'on voit, qui sont éparses sur le cuir chevelu du garçon. On a les teignes tondantes trichophytiques, qui sont de toutes petites plaques, qui sont multiples au niveau du cuir chevelu. Un peu comme on le voit sur cette image. Voilà. Ensuite, on a des teignes inflammatoires qu'on appelle les chérions. Vous allez remarquer souvent que les chérions, c'est beaucoup plus en zone rurale, où les enfants sont en rapport avec du bétail ou bien donc des animaux domestiques dans la maison, où on a des teignes inflammatoires, où ça sort, ça suinte, ça sort du pus, il y a des pustules sur le cuir chevelu. Et on a une dernière teigne qui est la teigne favique, que l'on observe beaucoup plus en Afrique du Nord et qui va entraîner, comme la teigne inflammatoire, en général, une alopécie définitive. C'est pourquoi, en général, cette alopécie définitive, pourquoi beaucoup d'enfants qui souffrent de la teigne, qui ne sont pas pris en charge au niveau médical, vont avoir une perte de cheveux définitive à cet endroit-là. Et en ce qui concerne la teigne, il faut savoir que comme c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse, il faudrait forcément
la traiter dès le début. Ok, quand c'est maltraité, vous l'avez dit, est-ce que ça cause d'autres affections de la peau? Quand c'est maltraité, d'abord, quand ce n'est pas traité, ça va entraîner des infections, en plus des infections parasitaires. Nous avons des infections microbiennes qui vont s'ajouter, donc la teigne devient inflammatoire, et après, cela peut entraîner des infections ORL. Mais le risque, c'est que même si vous passez cette phase d'enfance, adolescence, et que vous devenez adulte, il y a certaines personnes qui ont une perte définitive des cheveux à cet endroit-là. Mais dans nos contrées en général, depuis, même avant qu'on ne connaisse la médecine moderne, on avait l'habitude de savoir qu'il fallait appliquer des huiles, etc. Mais c'est pas, bon, nous, en tant que médecins, on ne connaît pas très bien ces méthodes traditionnelles. Mais ce que l'on sait, c'est que en plus du traitement qu'on peut faire chez le médecin, il y a deux choses qui sont importantes. Lorsqu'un enfant a une suspicion de teigne ou une teigne, il y a d'abord l'éviction scolaire. Il faut sortir l'enfant de cet environnement et le traiter. Un peu comme le mettre en quarantaine. Un peu comme le mettre en quarantaine, pour empêcher donc alors que cette infection qui est hautement contagieuse contamine ses autres camarades. La deuxième chose que l'on fait souvent en général, on va raser l'enfant. Et on le fait toutes les 3 semaines, un peu pour enlever ce cheveu qui est infecté, l'extrémité distale de ce cheveu qui est infecté et permettre donc une repousse correcte sans infection, en plus du traitement médical. Herman, ta teigne, c'était douloureux? Non, c'était pas douloureux. Heureusement, mes parents l'ont très vite détecté et j'ai été prise en charge comme cela se doit. Évidemment, Ce n'est jamais douloureux, vite détecter une teigne, Oui. c'est d'abord que les parents prennent le temps de bien regarder le cuir chevelu de leurs enfants et s'il y a un doute, de faire consulter par un médecin qui pourra regarder, soit avec une loupe ou bien avec une lampe de oud, pour pouvoir déterminer cette fluorescence-là au niveau du cuir chevelu qui signe la présence, en ce qui concerne les teignes tondantes, du champignon. Et ça se traite, bien sûr. Évidemment, le traitement a des règles, il peut se faire entre 3 à 8 semaines. En général, ce qu'il faut savoir, c'est que les champignons se reproduisent très vite et que les médicaments qu'on utilise, les antifongiques, en général, ils ne tuent pas le champignon. Ils ne font que réduire les colonies. Donc, réduire les colonies jusqu'à arriver à un stade de 0 infestation. Donc, si l'enfant doit prendre le traitement, il faut que l'adulte, le parent qui soit avec lui, veille à ce que le traitement soit assidu, que le traitement soit fait régulièrement pour ne pas entraîner des résistances. Parce que lorsque vous prenez 2 jours le traitement, vous oubliez 3 jours, les colonies grandissent et vous reprenez encore l'antibiotique, vous vous êtes fait des fenêtres thérapeutiques. Et bon, l'enfant ne prend pas régulièrement ce traitement. Cela n'est pas bien puisque cela entraîne ensuite des résistances au traitement. Et après, on est obligé de passer à des molécules plus lourdes avec le risque donc d'avoir une alopécie définitive. Alors, est-ce qu'on peut faire la teigne autant de fois que possible? Tant que vous avez le milieu, l'environnement dans lequel vous vivez, dans lequel quelqu'un a la teigne, on peut faire la teigne autant que possible puisque vous vous infestez, vous vous traitez et vous infestez. C'est pourquoi il est au préalable important donc, de traiter tous ceux qui sont en sujet contact et qui ont des suspicions de teigne ou de teigne et de sortir l'enfant du milieu scolaire. Il n'y a pas encore de vaccin pour? Non, il n'y a pas de vaccin encore. Mais c'est une pathologie qui est très récurrente dans nos pays et souvent dans les zones rurales, beaucoup d'enfants en souffrent. Et c'est pourquoi en parler est très important pour que les gens puissent prendre des dispositions. Parce que, étant donné que c'est une pathologie qui est hautement contagieuse, alors on doit prendre en charge celui qui est malade pour éviter que les autres enfants soient contaminés. Ce n'est pas forcément dans les zones rurales, on en a à Cotonou, vous allez voir de très belles teignes sur les têtes des enfants, et cela suppose que le message n'est pas encore forcément bien passé. Merci à vous, docteur. Je vous en prie. Herman? Oui, merci donc à toi, Mylène. Merci également au docteur Franck Yedomon. Le matin, on va vous permettre de vaquer à d'autres occupations. Merci Il y a sans beaucoup. nul doute vos patients qui vous attendent, ceux-là qui veulent soit des affections de la peau, ou peut-être aussi la teigne, sait-on jamais. Mais à présent, docteur, on vous laisse partir, mais on reçoit sur ce plateau Rebecca qui va nous faire parler aujourd'hui, le dandy. Alors ce matin, j'ai bien envie de dire Rebecca Nasouba. Si seulement je savais. À la fière. Merci. Alors, Monsieur Boussou. Bruno,
Nasuba, Metaga. à la fia, à la fia. Non, ça c'est plus corsé. Mais c'est Non, normal il aussi. vient de hein, dire c'est normal. comment ça va. Voilà, On peut aussi donc- dire mette, c'est ça. Non? Voilà, Voilà. mettez. Voilà, Mettez, Eman, la suite, Eman, c'est c'est quoi? vraiment, c'est le langage vraiment familier, mettez. Voilà. Mettez, C'est comment? c'est très jeune C'est d'ailleurs. très jeune, voilà, c'est comment? Les gens d'un certain âge ne diraient pas mettez. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Ils vont trouver ça grossier. Ah, c'est la jeune. Allez, voilà, c'est déjà ça qui installe le son d'ici. Le son d'ici, c'est avec Rebecca Kendiaondé. Rebecca, tu nous apprends aujourd'hui quelques proverbes à la sauce d'Indy. N'est-ce pas? Tout à fait. Allez-y. J'attendais que, ou bien vous m'installez Non, on déjà. t'a bien installé justement. Le temps que bien installé, tu es déjà vas-y. bien installé confortablement dans le canapé, je dirais. Bon, comme vous insistez, alors bonjour aux téléspectateurs. Mylène, bonjour. Bonjour Bruno aussi. Alors vous savez, mesdames et messieurs, la culture est notre identité. La culture nous définit. Connaître sa culture, c'est savoir d'où on vient pour pouvoir mieux affronter où on va. Mais connaître sa culture, c'est aussi connaître ses spécificités, ses croyances et donc ses proverbes. Voilà pourquoi cette rubrique vous propose depuis la semaine passée les proverbes de différentes ethnies du Bénin. Et donc après le fond, le mari, le goût, aujourd'hui on vous propose des proverbes d'Indi. Et ce sera avec notre invité du jour, Dr Djibril Boussou. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin. c'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes sociolinguiste et enseignant à l'UAC. Vous êtes aussi journaliste. Bien sûr. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, parlez-nous un peu de la culture d'Indi. Bon, une fois de plus, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. C'est toujours un réel plaisir et une grande émotion de se retrouver dans un studio parce que dans une ancienne vie, on a eu à faire aussi cela. Parler de la culture d'Indi, c'est parler d'une culture assez cosmopolite parce que la culture d'Indi nous vient, disons, du Mali, de la culture Songhai. Pour qui connaît bien, disons, l'histoire du Mali, vous savez qu'il y a eu, disons, la culture mandingue qui a eu l'empire du Mali. C'était un grand empire qui s'étendait sur plusieurs pays. Et cette culture-là s'est étendue beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour parler des Dindis, les Dindis viennent donc, comme je l'ai dit, du Mali, notamment pour la plupart d'une ville qu'on appelle Gao. Alors, après, disons, la dislocation de l'Empire du Mali, eh bien, beaucoup de ces populations-là se sont déplacées. Il y a eu, disons, ce qu'on appelle le flux et le reflux. Vous voyez, ces populations se sont déplacées depuis le Mali, le long du fleuve Niger. La plupart de ceux qui se sont déplacés pour venir au Bénin ont traversé le fleuve Niger. Et, disons, traverser en Dindi, en Songhai, ça se dit Degni. Degni, ça veut dire en fait traverser en amont ou en aval, c'est-à-dire faire un mouvement descendant ou ascendant. Donc c'est ce Degni qui a donné plus tard Dindi. Donc en réalité, la langue Dindi n'est que la partie méridionale, la partie sud de la langue Songhai. C'est pourquoi il y a une intercompréhension totale, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la zone de Gao, qui parle le Songhai de Gao ou même de Tombouctou, disons, vous serez surpris de voir. Moi, je l'ai fait, j'ai eu la surprise à Dakar, j'étais allé prendre du café et j'avais, disons, à côté de moi, quelqu'un qui parlait Songhai. Et j'avais l'impression, parlant le Dindi de Djougou, j'avais l'impression qu'il parlait, disons, le Dindi de Djougou. J'ai commencé à converser. Ah, pardon, vous êtes de Djougou? Grande a été ma surprise qu'il m'ait dit non, qu'il est Songhai. Et dans la conversation, j'ai compris plus tard qu'il était de Gao. Donc, les Dindi au Bénin actuellement se situent dans 4 zones principalement. Vous les avez d'abord dans une première zone, Karimaman, Malanville. Et ce Dindi qu'on parle dans cette zone se rapproche plus du Dindi Zarma qui se retrouve au Niger. D'accord. Alors, vous avez une deuxième poche de Dindi qu'on retrouve à Kandi. Ce Dindi, plus ou moins, heureusement ou malheureusement, parce que vous savez, quand les langues sont en contact, elles s'influencent les unes les autres. Alors, ce Dindi de Kandi, c'est un peu bâtonnoisé. C'est-à-dire, ce Dindi a subi un peu l'influence du bâtonneau, qui est une langue de l'environnement de Kandi. Alors, vous avez
une troisième variante que l'on retrouve à Parakou. Le dandy de Parakou est un dandy aussi un peu cosmopolite qui a suivi l'influence un peu du Batonou, qui était sur le territoire aussi, mais un peu aussi l'influence un peu du Yoruba. Ok, Parce qu'il y a beaucoup dans la zone de Parakou qui viennent de Tchaki. Tchaki, c'est au Nigeria. Et vous avez enfin maintenant une dernière poche de dandy que l'on retrouve à Djougou. Le dandy de Djougou, c'est ce dandy-là que je parle d'ailleurs, est un peu, disons, un dandy un peu, c'est un peu comme un dandy littéraire. Quand vous parlez avec quelqu'un de Djougou, ce qui caractérise surtout les dandys de Djougou, c'est ils ont l'art de bien parler. Vous voyez, d'ailleurs, les 4 variantes, quand elles se rencontrent, souvent les dandys de Djougou se moquent des autres parce qu'ils estiment que leur dandy n'est pas châtié, que leur dandy n'est pas un dandy soutenu. Parce que généralement, ceux qui parlent le dandy de Djougou, ils sont caractérisés par... Il y a beaucoup de griots, il y a beaucoup qui ont la maîtrise, qui ont l'art oratoire, ce qui fait que, disons, les autres... il y a quelques... disons, ceux des autres variantes, ils ont aussi ça, mais pas autant que le dandy de Djougou. Deuxième circonstance pour, disons, le dandy de Djougou, c'est que le dandy de Djougou a été beaucoup influencé, disons, les dandys qui sont restés à Djougou ont été beaucoup influencés aussi par l'islam, parce que déjà, depuis le XVIe siècle, déjà, Djougou particulièrement rayonnait, parce que beaucoup quittaient même Sokoto au Nigeria pour venir apprendre l'islam à Djougou. Tout simplement parce qu'il y avait de grands savants à Djougou. Cela fait que tous ceux qui ont fait Djougou sont influencés par la langue d'Indi. Vous allez voir par exemple beaucoup de Batombou qui, dans leur prédication, utilisent des mots d'Indi. Cela vient de là. Parce que beaucoup de Dindi de Djougou sont des missionnaires. C'est-à-dire ils se déplacent et la plupart du temps, ce sont entre griffes des marabouts, c'est ce qu'on appelle des alphas. Et quand c'est le maître qui vous apprend, disons, les éléments, les rudiments de l'islam, il est tenté, en vous l'apprenant, d'utiliser sa langue, qui est le Dindi. Donc voilà ce qu'on pourrait dire pour résumer un peu la culture Dindi. Bruno, toi, tu es de quel Dindi? Non, mais j'en savais un peu, mais là, j'ai encore beaucoup appris, surtout sur l'histoire, les origines. Je crois que la description est vraiment forte. D'accord. Alors, proverbe numéro 1. Si la roue tire l'herbe, l'herbe va tirer l'épine. Si la roue tire l'herbe, l'herbe va tirer l'épine. Docteur, en Dindi, ça donne quoi déjà? De kumu na subucheni, sububakari cheni. Kumu, c'est la roue. Subu, c'est l'herbe. Kariji, c'est l'épine. En fait, Rebecca, quand vous m'avez, disons, parlé de ce proverbe-là, moi, ça m'a fait sourire. J'avais cru un instant que vous l'avez fait exprès, tout simplement, parce que ce proverbe, dans l'histoire du Bénin, de la culture, disons, d'Indi du Bénin, a une histoire particulière dans les années, on va dire, dans les années 80. Tout simplement, vous savez, dans la culture d'Indi, culturellement, il y a, disons, une danse qu'on appelle aské. Aské, généralement, c'est les femmes qui font le aské. Et c'est elles qui se mettent en vedette. Généralement, aské, c'est rien qu'une question de femmes. Donc, dans les années 80, les femmes ont fait une réplique cinglante aux hommes, tout simplement parce que les hommes, notamment à Parakou, il y avait un orchestre, je crois, je ne me rappelle pas le nom de l'orchestre, qui avait sorti un morceau. Je n'ai pas une belle voix, mais je vais essayer. Ne vous moquez pas de moi. Non, pas du tout. On vous y encourage d'ailleurs. Et Bruno va probablement disons, la chanson disait à peu près ceci. Wafonna hoyo ya iyo fonna hoyo bokdokuna no ya iyo kusabate natekente kaka furu kahbara natekente kaka furu kafamba natekente kaka furu kahbara subashiyama ya iyo mbano tonu. Voilà, c'est à peu près ce que la chanson dit. En fait, la chanson dit quoi? Que vous avez à un moment donné, la femme d'Indi, on la connaît pour être une femme qui reste à la maison. Elle n'a pas d'activité économique en dehors de la sphère de la maison. Mais avec le temps, au contact des autres populations, les femmes d'Indi ont compris que rester à la maison ne suffirait pas. Il faut, pour apporter une contribution, disons, au mari, sortir un peu.
Et étant donné qu'elles sont des musulmanes, elles sont généralement couvertes. Ils sont voilés. Voilà, elles sont voilées. Le voile en Dendi se dit tekente. Alors, pour des raisons de commodité, parfois, quand les femmes vont au marché, le tekente n'est plus porté, disons comme ça. Il y en a, vous le voyez souvent même dans la ville, il y en a, vous allez voir, le voile qui est censé couvrir, on le met soit à l'épaule, il y en a qui... Sur le cou. Voilà, sur le cou, il y en a qui le portent même comme ceinture, pour des raisons pratiques. Parce on a besoin des mains, on se dit, bon, le voile, à un moment donné, et ça dérange. Alors, donc, les hommes, voyant les femmes commencer à sortir, ont commencé à s'inquiéter. On dit, attention, cette histoire-là, il faut vraiment qu'on y mette un terme. Et parmi les moyens que les hommes avaient trouvés pour mettre un terme à ça, il y avait les chansons. Dit, voilà, elles ont commencé à sortir, les femmes. Elles ont ouvert, elles ont laissé, elles ont jeté le voile. Et maintenant, elles sont entrées dans la ville. Et maintenant, la sanction, étant donné que les hommes, la plupart du temps, c'est eux qui sont les missionnaires religieux, c'est eux qui comprennent mieux la religion, c'est eux qui font la prédication, ils disent, bon, évidemment, demain, vous allez entrer en enfer. Suba Kiyama, le jour du jugement dernier, votre place, ça va être en enfer parce que vous ne respectez plus les règles du jeu, vous ne restez plus à la maison. Alors, dans les années 80, cette chanson-là a été une chanson très populaire. Les femmes ayant entendu ça, très ingénieuses, ont apporté une réplique cinglante. Comme toujours. Et c'est justement dans cette réplique-là qu'elles ont utilisé ce proverbe. C'est-à-dire, des kumu nasubucheni, sububakari jicheni. D'accord, vous avez dit que les femmes sortent. C'est vrai, elles sortent, elles ont enlevé le voile. Mais sachez qu'en réalité, puisque vous avez dit que les femmes rasent les murs, et en réalité, elles ne vont pas pour des activités économiques, c'est parfois pour aller voir leur amant, sachez qu'il n'y a pas de maîtresse sans amant, n'est-ce pas? Et sachez que quand là-haut va tirer l'herbe, puisque vous avez dit que nous irons en enfer, quand on va tirer la femme, quand on va dire la femme va en enfer, eh bien la femme va tirer aussi l'homme. Et ils iront tous en enfer. Donc, l'homme pourra lui imposer quand on y vient. Exactement, c'est dans ce sens-là. Et quand vous écoutez les deux chansons, moi j'ai souvent du plaisir à écouter les deux chansons. C'est la preuve qu'en matière intellectuelle, les femmes, elles en ont. Parce qu'elles ont déconstruit exactement la chanson que les hommes ont produite et elles ont démonté argument par argument. Vous avez dit ceci, voilà, nous vous opposons ceci. Vous avez dit ceci, nous vous opposons ceci. Vous avez dit ceci, nous vous opposons cela. Voilà, c'est pour dire, et c'est dommage que malheureusement une certaine compréhension de l'islam ait tué, disons, ce vivier-là, qu'est la contradiction. Vous voyez les femmes apportant la réplique aux hommes, et c'est de manière assez joviale. Quand vous écoutez les deux chansons, on se taquine, etc., etc. En tout cas, moi, franchement, j'ai aimé. C'est justement pourquoi j'avais cru que, vous l'avez fait exprès, j'avais cru que sous le conseil d'une femme d'Endi, c'est elle qui vous avait proposé ça et que... Bon, non, c'était juste un choix. Un choix, peut-être de manière intuitive. Sans mettre le docteur en difficulté. Je parie que c'est l'intuition parce que Rebecca, bon. Alors, on continue. On finit ta phrase. On continue. Des kumu na subucheni, sububakari jicheni. Donc, si là-haut tire l'herbe va tirer l'épine. Alors aujourd'hui, dans quel contexte on peut l'utiliser? Généralement, on utilise ce proverbe-là pour parler de la cause et l'effet. Il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Si vous voyez le feu, c'est que forcément, il y a la fumée quelque part. Donc, en fait, il faut éviter aussi de manière hâtive de juger. Parce que quand vous jugez immédiatement, vous ne voyez pas, disons, les vraies causes. Ça veut dire que les faits sont souvent complexes et dans leur complexité, il faut souvent prendre le temps, prendre du recul pour analyser parce que ce que vous voyez de manière apparente n'est pas forcément, disons, la réalité. Il y a peut-être quelque chose derrière. Donc c'est pour dire que les faits sont complexes, il faut prendre le temps de les analyser parce que, disons, un fait peut en entraîner un autre. Voilà. Alors, on y va très rapidement avec le second proverbe. Si la puisette dure dans l'eau, pourvu qu'elle ramène de l'eau potable. Si la puisette dure dans l'eau, pourvu qu'elle ramène de l'eau potable. En Dendi? En Dendi, on dit de guga gay lokokuna. En kana hari henno. De guga gay lokokuna. En kana hari henno.
Gouga, c'est la puisette. Bon, dans d'autres, une autre variante dit Dega Sugei, le kokona, Ankana, Harihenno. Ça se dit souvent dans le contexte de. Littéralement, ça veut dire si la puisette dure dans l'eau, pourvu qu'elle ramène, disons, de l'eau potable. Vous savez que souvent, dans ces zones-là où les dendis, disons, sont majoritaires, il y a souvent des problèmes d'eau. Donc, l'eau est une denrée rare, c'est de l'or. Et quand on en trouve, il faut s'en réjouir, on utilise ça judicieusement. Alors, on utilise ce proverbe pour dire que celui qui est patient trouve toujours un bon dénouement à la fin. Il ne faut pas être pressé dans la vie, pourvu que le résultat final, pourvu que l'aboutissement soit un bon dénouement. Donc, quand on dit, dans le contexte où on dit à quelqu'un, pourquoi celui-ci il est en train de traîner, peut-être qu'il ne s'est pas encore marié, peut-être que, disons, il est en train de faire, disons, d'amorcer un projet qui n'est pas encore arrivé à maturation, et il y en a qui sont en train de le critiquer. Non? Et l'autre va apporter la réplique pour dire, Degu gagé, gusukuna, non. Donc, pourvu que, même si ça dure, pourvu que la finalité soit bonne. Donc, pourvu que, quand bien on a un fait qui dure, pourvu que cela ait une bonne finalité. Voilà le contexte. En français, ça peut donner tout vient à point à qui sait attendre. Exactement. Tout vient à point à qui sait attendre. Absolument. Comme quoi, les cultures, c'est transversal. Vous allez trouver toujours des répondants de nos proverbes-là. Dans la culture française, c'est la preuve de l'universalité de l'homme en réalité. Hein? Un Chinois peut avoir un rapport avec un Français peut avoir un rapport à un Africain. Du point de vue de la culture, il y a souvent des équivalents. Voilà. Merci à vous, Djibril Boussou. Je rappelle que vous êtes sociolinguiste, enseignant à l'UAC et journaliste. Merci, Rebecca. Avant de vous laisser partir, le magazine Musulmans et Citoyens du Monde, c'est quand le prochain sur la télévision nationale? Probablement vendredi prochain, Inch'Allah. Vendredi prochain, Inch'Allah. En tout cas, moi, je prends du plaisir à vous suivre parce que c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Donc, on attend de pied ferme toute la communauté des aficionados de cette émission. Passe pas ma voix pour vous dire qu'ils vous attendent sur le quai. Allez, cette émission va se poursuivre. On va rire un peu. Rire, c'est avec Mylène Fanon. Voilà, Mylène, on t'installe vue sur le net. Vue sur le net, tu nous as rapporté quoi aujourd'hui? Est-ce que la moisson est déjà abondante? Oui, abondante et belle surtout. N'est-ce pas? Bruno? Prêt. Oui. On a des supporters Bassa sur le plateau? Non, il n'y en a pas. Si, il y en a. Il n'y en a pas. Ils ne doivent pas dire non. Il n'y en a pas. Oui, Becca, tu suis le foot? On a vu comment ça s'est passé. Tu n'aimes pas le foot? Mais particulièrement, j'ai aimé vous suivez le foot? Vous suivez? Vous êtes Real Madrid, n'est-ce pas? Terminé. Donc, il n'y a pas de supporter de Barcelone sur le plateau. Les supporters de Barcelone, j'ai une surprise pour vous, une vidéo spécialement concoctée pour... Non, pour vous. Concoctée pour vous. Suivez. Ye kun ve do me le ye legbon ekun so imo wezon bo yen ti ye je ye liyan ye kun ve do me le ye legbon ekun so imo wezon bo yen ti ye je. Bruno, on a vu Herman, tu as bien vu comment Herman était à la fin du match, il ne s'y attendait pas. Tout groggy, parce qu'ils ne se l'ont pas imaginé, même dans leur cauchemar le plus grave, le pire de leur cauchemar, ils ne se l'auraient pas imaginé, mais c'est arrivé, le naufrage 8-2. Ah ouais, c'était vraiment un naufrage. Émile, tu permets, moi, j'aime pas trop le foot. Mais ce jour-là spécialement, j'ai un ami qui certainement est de Barça. Et donc, d'habitude, quand il y a un match, il te dérange pour capter cette chaîne-là, pour pouvoir suivre. Mais ce jour-là, on était là juste et il zappe. J'ai dit, mais pourquoi tu zappes? Il dit non, mais qu'il est énervé. Mais pourquoi tu es énervé? Il ne m'a rien dit. Plus tard, j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'ils ont fait 8-2. Donc, c'est terrible. Donc, tu as même gardé le score en tête. Ah oui, j'ai gardé parce que ça a fait mon week-end. Alors, pour ceux qui font leur malin, voici pour vous un rendez-vous auquel vous n'y échapperez peut-être pas. Ça, c'est la danse de minuit. Ça, c'est la danse de minuit. Ça, c'est la danse de minuit. On fera ta fête
même dans ta maison. Quand minuit sonne et même si tu te déconnectes, on a GPS, on fera ta fête même dans ta maison. Quand minuit sonne, tu prends l'avion, nous on prend le palais. C'est la même chose, ah, danse de minuit. On est heureux, on va te manger. Ça faisait longtemps qu'on guettait ta minuit. Nous on va manger ta viande pour que tu arrêtes ton malin. Façon on va te manger, oh. Tu vas prendre, façon on va te manger, oh. Tu vas prendre. Ça c'est la danse de minuit. 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 Façon on va te manger, oh. Tu vas prendre, façon on va te manger, oh. Tu vas prendre. Un hymne, je crois. Rebecca, je sais que toi, tu es une vraie croyante, hein, n'est-ce pas? C'est une très belle, en tout cas, une reprise assez hilarante d'un des morceaux de NASA, je crois, La danse du matin. Et puis, vous pouvez toujours y échapper en vous rendant à l'église et on ne sait jamais si telle est votre croyance. L'Esprit Saint Pourra faire des ça. miracles. Oui, oui, oui. Sait-on jamais. Oui, c'est vrai. Oh, l'Esprit Saint se manifeste maintenant. L'Esprit Saint se manifeste maintenant. Regardez cet homme. Regardez. Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. La puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint se manifeste. Le feu de l'Esprit Saint. Laissez-moi. 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 Voilà ça. Je vous dis, il y a un marguerite dans mon pantalon pour vous m'attraper. Quelles sont ces bêtises là? On est où là? Satan, quel bêtise au nom de Jésus! Oui, c'était pourtant simple. C'était juste un magouilla et non l'Esprit Saint. Peut-être que c'est pas un magouilla ordinaire. Ah, peut-être aussi que ce n'est pas un magouilla ordinaire. Sinon, que cherche un magouilla dans une église? Lors d'une délivrance. Lors d'une délivrance en plus. Et j'ai aussi quelques images pour vous. Le premier. Je ne comprends pas pourquoi WhatsApp te donne l'option supprimer pour tout le monde, puis va encore aller raconter à tout le monde que tu as supprimé quelque chose. Ah ouais, ça c'est pas faux non plus. Hein. Ça arrive à tout le monde, on se demande mais pourquoi c'est comme ça. Oui, et surtout ça, oui. Par un message dans un groupe ou à quelqu'un, voilà, à la personne non indiquée. Après, tu as la possibilité de supprimer pour que la personne n'ait pas accès, bien que Rebecca a des astuces pour quand même détecter. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Mais en même temps, on signale voilà, au destinataire qu'il y a un message qui a été supprimé. Et quelque part, ça inconforte. Ça fait bizarre. Généralement, les gens vous demandent après, qu'est-ce que tu as supprimé? C'était quoi le message? Au point où un sticker est sorti. Dieu seul sait le message que tu as supprimé. Non, c'est normal. Parce que est-ce que dans la vraie vie, quand tu dis quelque chose, tu supprimes après? Mais tu sais, si on avait la possibilité, on le ferait. On n'a pas la possibilité. Mais on fait avec. Après aussi, on est sur les réseaux sociaux. En fait, ça ne dépend pas de ce que vous dites avec votre langue, parce que les anciens disent, Didas nous le dira certainement plus tard, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. Et donc, avant d'écrire sur un clavier, vous n'avez pas la patience de tourner 7 fois le doigt ou le pouce sur le téléphone. Il faut avoir la patience. Oui, mais après, c'est que vous voulez envoyer à X et vous voulez envoyer à Y. Je ne peux pas vouloir parler à Bruno. Mais seul l'imbécile ne se trompe pas. Il peut arriver qu'on se soit trompé, on se dit, mais tiens, ce que j'écris là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On a bien envie de changer. Donc, ou sur le coup de la colère. Bien sûr, après, on se ravise. Ça ne pose pas un problème que WhatsApp signale à l'autre que vous avez supprimé un message. Parfois, c'est nos claviers intelligents là qui nous proposent parfois des mots. Parfois, nous choisissons le mot. Parfois même, quelqu'un pas voulait pour dire changer. bonjour tonton, il a envoyé bonjour mouton. Voilà. Donc, est-ce que ce genre de message, il faut laisser libre? Et deuxième image, je suis certaine que quelqu'un sur ce plateau va se retrouver. Pourquoi les gens n'aiment pas attendre qu'on les rappelle lorsqu'on a un appel manqué d'eux? Ils vont t'appeler 17 fois en 2 minutes, comme si tu gardais un de leurs reins dans ton frigo. J'espère que vous vous retrouvez, monsieur. Il y a ces gens de personnes, en fait, lorsqu'ils vous appellent, une fois vous ne décrochez pas, ils vont se mettre à insister, mais... En moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, ils vont vous appeler près d'une dizaine de fois, alors que ce n'est pas gentil. Vous appelez une personne une fois, la personne ne décroche pas, patientez, certainement, elle va vous revenir. Des situations d'urgence. En fait, sur le coup, vous ne pensez pas... C'est de moi que tu parles? Puisque vous voulez défendre la chose, vous faites avocate. Non. Mais c'est aussi culturel.
trouve Non, que sur c'est le aussi coup, culturel. c'est psychologique. Sur le coup, vous ne pensez pas que vous êtes en train de harceler déjà la personne. Mais vous appelez parce que vous avez besoin d'une réponse à l'instant T là. Oui, mais en fait, ce n'est pas en insistant qu'il ou qu'elle va décrocher. On lui Parce que laisse simplement un si ou message. elle n'est pas à côté du téléphone. Mais le problème, c'est que quand vous appelez plusieurs fois, c'est peut-être aussi culturel. Je me dis, regardez, si je dis par exemple en français, généralement nous les Africains, quand nous répétons, c'est pour dire que c'est beaucoup, d'accord? Je l'ai tapé, d'accord? Au lieu de dire, peut-être je l'ai tapé plusieurs fois, mais on va insister sur taper, une influence de nos langues africaines. Je l'ai tapé, hein. Ou bien je l'ai tapé jusqu'à... D'accord? Donc cette prolongation, c'est une manière pour nous de dire ça a pris dans la durée. Donc pour en revenir au fait d'appeler plusieurs fois, c'est peut-être pour indiquer à la personne, j'étais appelé jusqu'à... Et comme, disons, le téléphone ne donne pas la possibilité de dire jusqu'à... Bon, autant appeler plusieurs fois. On va faire un appel manqué d'une seule personne. Faire un appel manqué, mais ça c'est européen, ça. C'est européen. Mais chez nous les Africains... C'est européen de faire 2 fois ou bien? Oui, c'est européen Non, de faire c'est européen de faire une fois et vous lui laissez un message sur le répondeur. 17 fois, 20 fois, ça fait africain. Mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. Encore que d'autres, très rapidement, quand ils vous appellent 1, 2 fois et ils voient que vous n'avez pas décroché, ils vous bipent successivement au moins 10 fois pour pouvoir rallonger, pour que vous puissiez venir voir 12, 13 appels, alors qu'en réalité, bon voilà, après 2 fois, ils ont... Oui, mais après, c'est qu'il y a parfois des gens qui sont occupés, il y a parfois des gens qui sont occupés à travailler et à l'instant ne sont pas aptes à recevoir votre appel. Imaginez-vous, Mylène, en pleine émission, quelqu'un se met à vous appeler 1 fois, 2 fois, vous ne décrochez pas, mais la personne continue. Ça agace à un moment donné. Donc, vous n'avez même plus envie de rappeler cette personne quand vous venez voir mes 15 ou 17 appels manqués, vous dites mais... Mais ça dépend du contact aussi. Hein. Ça dépend de la personne qui a Oui, appelé. de la personne qui a appelé. Alors, voici pour vous 4 images illustratives de nos parents quand ils se mettent à expliquer comment ils allaient à l'école. 1. La traversée du désert. 2. Le parcours d'obstacles. 3. La traversée en fil de l'eau courante, peur qu'elle n'emporte l'un d'eux. Et enfin, l'ascension en haute montagne, l'alpinisme. Oui, vous imaginez, quand les parents s'y mettent, on se demande comment le monde était bien avant nous. Hein, tout était difficile. On était à Cotonou, le collège était à Porto Novo. Il fallait se lever à 4 h du matin, marcher. Oui, ça c'est vrai. C'est pas faux, parce que quand on voit nos enfants maintenant, sur une petite distance, vous êtes obligé de leur donner de l'argent pour prendre des médias. Vous vous dites, mais quand même de notre temps, on se tapait presque des kilomètres pour aller à Calavi à côté. De notre temps, il fallait faire les rangs pour aller au resto. Vraiment, les réalités ne sont pas les mêmes, évidemment. À chaque génération, disons, ses réalités. Oui, mais M. Bouchou, est-ce que parfois, si les parents... Il faut exprès d'en rajouter, toi aussi. On fait exprès d'en rajouter pour qu'on comprenne quand même. Il faut faire comprendre à l'enfant. On met de l'effet dedans. C'est normal. Sinon, ça n'aura pas de ce piment-là. Ça préserve l'image de héros d'un papa. Exactement. C'est très pédagogique. Dans 15 ans, 20 ans, même 30 ans, hein, quand on va raconter cette pandémie liée au coronavirus, je suis sûre qu'on va trouver. Vous avez un appel là. Ah oui, que nos petits-enfants vont nous prendre les entendus se sont mis à l'appeler. Et se sont mis à vous appeler. 12 appels en absence, Rebecca. C'est une parenthèse, Alice. C'est une parenthèse de la parenthèse. Mais en mathématiques, il est dit que lorsqu'une parenthèse est ouverte, on est obligé d'ouvrir des crochets. C'est bien cela, non? C'est bien cela. Donc c'est un crochet. Rebecca. En tout cas, je trouve que c'est très pédagogique quand même de raconter parce que il faut apprendre aux enfants à affronter les difficultés et non forcément à les contourner. Vous savez, il y a certains enfants, à la première difficulté, commencent à paniquer. Il faut leur dire, moi, quand j'avais votre âge, j'avais eu à affronter ça, je n'en suis pas mort. C'est un peu pour leur doper le moral parce que les parents aussi ont, disons, ce rôle de coaching vis-à-vis de leurs enfants. Il faut qu'ils sachent qu'à un moment donné, maman a pu affronter telle difficulté, papa a pu affronter telle difficulté, mais malgré ça, ils sont restés debout. Donc, il faut leur donner, disons, un tempérament de gagnant, de gagneur, c'est important aussi. Et le premier modèle d'un enfant, ça doit être ses parents. Important, très important. Rebecca, l'amitié entre filles. L'ami qui dit « Ne le dis à personne, c'est mon secret. Wow. » Son ami « D'accord, ma chère. »
Après une petite dispute entre elle et voici son ami. Hermone, Bruno, Rebecca, votre attention s'il vous plaît. Est dans une salle pleine à craquer en plus. Vous imaginez? Ça se passe comme ça. Oui, mais C'est dommage en fait. Je n'ai même pas, C'est pas de je la l'ai pas fiction, hein, trouvé ça existe. sinon. Ça existe. Malheureusement. Il y a d'autres images qui illustrent si bien. Si toi, Rebecca, tu n'as pas pu garder ton secret, qui suis-je moi pour venir garder ton coffre-fort? C'est pas possible. Donc, non, mais Bruno, ça met quand même, on va dire, le doigt sur une situation assez, on va dire, malencontreuse, malheureusement, parce que vous êtes ami à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus ami à cette personne que des secrets ou des propos que cette personne vous a confiés, vous irez les divulguer sur la place du marché. Ça, ce n'est pas loyal. C'est pas du tout loyal. Malheureusement, certaines personnes pensent souvent que l'amitié a une fin, alors que l'amitié peut avoir des moments de cassure et peut à tout moment encore se redresser. Donc, mais certains, lorsque l'amitié amorce, je dirais, son mauvais virage, certains pensent que c'est fini, on ne se reparlera plus, ça va continuer comme ça. Donc, on se lance même dans un projet de détruire l'autre, de détruire l'image de l'autre. On raconte tout de la personne, on en rajoute même parfois, on en crée parfois. C'est vraiment dommage. Mais je pense qu'au-delà de ça, en premier, il faut pouvoir fréquenter ou avoir des amis qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous, en premier. Parce que, tu sais, ces amitiés, la plupart du temps, ce n'est basé sur rien. Donc, quand on fait quelques mois ensemble, quelques années ensemble, ça ne devrait pas te surprendre que je me mette à raconter tout ce que tu as eu à me confier à tout le monde. Si tel est... Il y a le type d'amitié qu'il faut avoir. Mais Hermane, moi, je vais être un peu provocateur. Je me demande pourquoi, quand on observe bien, pourquoi, disons, ce que nous sommes en train de dénoncer là, c'est beaucoup plus féminin que masculin. On entend souvent dire que le meilleur moyen, disons, de divulguer un secret, c'est de le confier à une femme. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est comme ça. Mais j'ai pas dit, j'entends souvent dire ça. Dans toute votre majesté, vous avez la parole. Je me demande pourquoi c'est comme ça. Mesdames, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de ligne de défense. Ça existe. C'est un gros pavé dans la mare. Malheureusement, c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Oui, mais aussi, ça dépend de la femme. C'est un manque de solidarité féminine? Non, c'est pas un manque de solidarité. Je dirais que tout dépend aussi de l'éducation que chacun d'entre nous a reçue. En tout cas, personnellement, moi, je parle de mon cas. Oui, c'est aussi l'éducation selon moi. Je parle de mon cas. Je ne vais pas me mettre à raconter ce que Mylène m'a dit, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on ne s'entend plus, parce qu'aujourd'hui, on se comprend plus. Moi, je dirais que la femme a un problème pour la femme. Ça a toujours été le cas. Entre femmes, on se jalouse. Et c'est ça qui amène tout ce qui arrive ensuite. À tel point que quand elle te dit telle chose, tu penses qu'en divulguant tout ce qu'elle t'a raconté, c'est que tu lui fais du mal. Tu la détruis. Tu la détruis. Mais en même temps, tu te fais du mal. En même temps, tu révèles au public qui tu es réellement. Absolument. Et comme l'a dit pour avoir été en amitié avec une telle personne. Oui. Et Bruno, comme l'a dit quelqu'un, c'est le jour où deux femmes se battent dans un quartier, que vous apprenez qui est sorti avec le mari de tel, qui prête les tenues de tel. D'ailleurs, ce que je voulais dire, au milieu de tout ça, il y a qui la plupart du temps? Les hommes. Oui, ce sont les hommes, vous l'aviez dit. Pas forcément. Parce que parfois, il y a des femmes qui le font, c'est un peu de la méchanceté gratuite. Et là, l'homme n'est pas au cœur du problème. C'est peut-être pour une raison, peut-être parce que l'autre a porté un joli bijou. On va dire non, ça c'est du toc. Ça n'a rien à voir avec un homme, par exemple. On commence à se dire ça entre, tu vois, en fait, ce qu'elle a porté. Et je devine ou bien tu achètes que des ça ne pagnes, se passe pas chez les hommes aussi, ça. Non, pas tellement. Pas la tâche non plus. Ah bon, comment ça? Quand un homme va draguer deux copines, qu'est-ce que vous voulez? La deuxième pour... Non, on fait la transversale. Quand deux hommes... On fait la transversale. Quand deux hommes draguent la même fille, est-ce que vous les voyez se disputer?
Dès qu'ils se découvrent, l'un laisse à l'autre. souvent, il y a Généralement. souvent un gentleman agreement. Il y a toujours Ah, il laisse Un gentleman agreement. Merci, vraiment. c'est l'expression. Mais chez les Un femmes, ça se gentleman passe très agreement. mal généralement. Ça se passe très mal généralement entre La femmes. femme n'aime pas parler. Mais entre hommes, ils se retrouvent à Qu'est-ce avoir qu'il y a dragué contre ou à être en train de draguer la On belle est fille. généralement fair play. Ouais. On dit bon, allez. Généralement. hein. Généralement. Non, je disais, Rebecca, on est 2 contre 3, donc... Non, moi, je n'ai pas d'avis. On a toujours gardé une position centrale. Voilà, bien Le sûr. match est équilibré. Et c'est en plus, c'est pas un match de Barça. Donc, vous n'avez pas eu de Alors, difficulté. Mylène, c'était tout pour Vue aujourd'hui, sur le n'est-ce pas? net, oui. Allez, merci beaucoup à toi. On se retrouve très prochainement pour d'autres images tout aussi hilarantes et d'autres vidéos tout aussi drôles aussi. Que tu nous as pêché sur la toile. La moisson aujourd'hui était abondante. Allez, on va prendre un tutoriel. Bruno, aujourd'hui, c'est quoi déjà? Ouais, aujourd'hui, voilà, on va partir avec le papier toilette. Et Le papier toilette. pas forcément le papier toilette, mais ce qu'on utilise, le rouleau sur lequel, le rouleau un peu plus dur sur lequel le papier toilette est. Ok, se trouve. la matière en carton. Voilà, ce qu'on peut utiliser Ce qu'on peut en faire. pour en faire. Allez, on t'installe rapidement. Tutosphère, Bruno Soali. Oui, vous savez, dans une maison, les objets qu'on utilise, parfois on a tendance à jeter le reste de ces objets-là quand on a fini. Mais il y a des gens qui ont l'ingéniosité de tout utiliser sur tout matériel utilisé dans la maison. Donc rien n'est à jeter, tout est transformé. Même ce qui est considéré comme inutile est transformé et utilisé encore dans la maison pour d'autres fins assez utiles parfois. Et c'est le cas donc avec le papier en carton sur lequel on enroule le papier toilette. On va découvrir à travers cette vidéo, je ne sais pas, plusieurs choses qu'on peut utiliser. Ce papier-là qu'on a souvent, considéré comme inutile parce que dès que le papier toilette est terminé, on jette ce papier en carton là alors qu'il est utile à plein de choses. Je vous invite à suivre Herman. C'est vrai que ça demande beaucoup d'ingéniosité, mais ça peut quand même donner des idées aux uns aux autres. Voilà donc tout ce qu'on peut faire avec cette matière en carton du papier hygiénique, cette matière qu'on a l'habitude de jeter, n'est-ce pas Bruno? Oui, voilà, donc désormais des idées pour ne pas jeter cela et l'utiliser pour d'autres fins. On a vu, on peut l'utiliser pour en faire des pots dans la maison, pour pouvoir mettre voilà, un peu de tout sur la table à manger. On peut aussi l'utiliser pour en faire voilà, un pot qui peut contenir du terreau avec voilà, une petite plante à l'intérieur. Tellement d'idées qu'on a vues à travers cette vidéo. Donc voilà, il y a de ces tutos-là qui vraiment nous surprennent vraiment parce que voilà, il y a des objets qu'on jette, qu'on néglige alors qu'on peut utiliser et en faire plein de bonnes choses. Allez, cette fois-ci, on va installer le forum de discussion, le talk, mais avant, on fait un tour au service commercial. Vendre, acheter, communiquer. Faites-le désormais sur Quoi acheter. Annonceur, contactez-nous au 96 80 73 80. Un anniversaire, c'est une fois l'an et il faut le rendre spécial avec Birthday TV. Dis-lui directement à la télé tes vœux d'anniversaire de naissance, mariage, création d'entreprise et tout type d'anniversaire. Avec 10 499 francs CFA seulement, dis Happy Birthday à papa, maman, à ta chérie, au patron, à tes collaborateurs et à tous tes êtres aimés. Vos vœux passeront le jour de l'anniversaire du lundi au vendredi à 7h30, 13h30, les samedis et dimanches 13h30 et 18h30. Attention, attention! Besoin de visibilité sur votre marque, entreprise ou envie de devenir partenaire, annonceur, sponsor et autres? Rejoignez-nous sur Birthday TV pour des moments inoubliables. Comment faire? Pour plus d'informations, contactez-nous sur WhatsApp au 00229 66 29 60 60. Birthday, que du bonheur!
Il n'y a pas si longtemps, une actualité a secoué les États-Unis d'Amérique, la mort d'un Afro-Américain tué par un policier blanc, George Floyd. Cette situation qui donc a fait tache d'huile dans le reste du monde entier a connu, on va dire, a connu une sorte de polémique au point où on en est arrivé à déboulonner des statues d'anciens esclavagistes, au point où on en est arrivé à déboulonner des mémoriaux qui rappellent donc l'histoire de la colonisation dans beaucoup de pays, que ce soit au Sénégal, que ce soit en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, en Belgique. Même aux États-Unis, la statue de Christophe Colomb a été débouliée. Mais pendant ce temps, chez nous, au Bénin, on travaille à la réappropriation de l'histoire de l'esclavage et la restauration des monuments. Aujourd'hui, en plateau, nous parlons de ce sujet combien important, très important d'ailleurs pour l'économie du tourisme, mais on va le voir aussi sous un plan, sous un angle beaucoup plus scientifique. Et c'est pourquoi il est avec nous sur ce plateau, Arthur Vidot. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes enseignant au département d'histoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, dites-moi, j'attaque directement avec vous, en quoi la réappropriation de l'histoire de l'esclavage et la restauration des monuments est-elle importante? Vous savez, l'histoire, je vais dire, il s'agit ici de l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Ce n'est pas seulement que l'histoire de l'esclavage, fait partie intégrante de notre passé. Et donc, nous avons connu la pratique du commerce des esclaves depuis au moins le XVIe siècle. Donc, les royaumes côtiers de l'actuel Bénin ont connu cette pratique-là. Et depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, cette pratique a existé. Et donc, elle fait partie intégrante de notre passé. Il est très important, il est impérieux de l'étudier. Donc, nous réapproprier cette histoire, en fait, c'est restaurer ou restituer des aspects ou un aspect de notre histoire. Alors, Djibril, est-ce que dans un contexte où aujourd'hui il y a une forme de soit de prise de conscience ou de révolte, ça dépend de là où on se situe, où les statuts d'anciens esclavagistes, où cette mémoire est en train d'être rejetée, la réappropriation de cette histoire par, on va dire, le Bénin, est-ce que ça ne serait pas perçu comme ramé à contre-courant? Non, pas du tout, pas ramé à contre-courant. Vous savez, c'est mieux comprendre son histoire, mieux comprendre sa culture, c'est encore avoir plus confiance en soi-même. Et pour tout développement, c'est très important. On nous disait souvent, quand vous ne savez pas où vous allez, sachez au moins d'où vous venez. Alors, se réapproprier son histoire a cela de fondamental, que cela vous permet d'abord psychologiquement de ne pas être complexé. Parce que quand vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes l'objet de manipulation de la part des autres. C'est pourquoi l'option du Bénin pour se réapproprier cette histoire-là, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, à l'université d'Abomey-Calavi, disons du 5 au 7 février déjà 2020, il y a eu un colloque international au niveau de c'était un copartenariat entre la faculté de lettres et communication, la FLAC. La FLAC maintenant, c'est la nouvelle appellation, et l'université Le Mans en France. Le colloque était intitulé « Les mémoires de l'esclavage dans la littérature, les arts et les musées ». Les actes de ce colloque ne sont pas encore sortis et sous la houlette, du doyen actuel, le professeur Tossou, Pascal Tossou, à qui je fais un coucou en passant. Et bien avant lui, d'ailleurs, le doyen, le professeur Flavien Béton, il y a eu ce projet-là qui a été conduit à terme, où quand vous suivez toutes les communications, vous vous rendez compte que c'est vraiment très, très, très important que les Béninois que nous sommes puissions avoir ces balises, ces repères. Parce que cela fait partie de notre identité. On ne peut pas gommer cela. Et cela nous permet de mieux, appréhender le futur. Nous connaissons mieux le passé. Nous savons d'où nous venons. Et cette histoire, même si elle est douloureuse par ailleurs, c'est important de savoir que, même si elle est douloureuse, on en a gardé, il y a des vestiges, il y a des traces, ne serait-ce qu'à travers les noms. Quand on dit de Souza, on sait d'où ça nous vient. Quand on dit de Campos, on sait d'où ça nous vient. Donc c'est un héritage et c'est important de savoir cela et aussi pour savoir aussi pardonner. Parce qu'il y a eu de la douleur, il y a eu des morts, il y a eu, beaucoup de choses qui étaient vraiment
triste parce qu'on ne peut pas imaginer jusqu'à quel point l'homme peut être vraiment bestial. Donc cela permet de savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire et plus jamais cela. C'est d'ailleurs pourquoi, disons, la loi chrétienne Taubira est très très importante, c'est-à-dire savoir que cet esclavage-là, il faut condamner ça pour que plus jamais en Afrique. Crime de l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Il faut le souligner de plusieurs traits. C'est pourquoi dans l'espace universitaire, agiter ces réflexions-là, c'est très important. Se l'approprier en tant que Béninois, c'est vraiment fondamental. Alors Bruno, on sait que ce soit la traite négrière, que ce soit la colonisation, ce sont des infirmités, sinon l'ensemble forme une infirmité liée à un accident de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas plus simple qu'on accepte de porter cette infirmité et de passer à autre chose plutôt que de chercher, enfin pour certains, à remuer le couteau dans la plaie en réappropriant ou en érigeant ou en réhabilitant ces monuments? Oui, faire l'aveu de l'infimité, c'est un choix, mais aussi décider de patrimonialiser tout ce qui s'est passé pour en tirer le meilleur de cela, parce que même dans le pire, on peut toujours rester positif, même dans le pire, on peut tirer le meilleur. Aujourd'hui, on parle de la réappropriation de notre histoire, on parle de la restauration de tous ces biens-là, mais on oublie le côté économique, ce que ça pourrait constituer comme profit au pays. Oui, dans un sens, ça peut remuer le couteau dans la plaie, parce que chaque fois qu'on verra la place de la porte du non-retour, par exemple, la route des esclaves, ça fait forcément des souvenirs douloureux. Mais en même temps, il faut que les générations à venir, il faut que les générations qui vont se succéder puissent savoir véritablement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'histoire, peut-être que nous la connaissons moins que les anciens, je vais dire ça comme ça, et que peut-être que nos enfants la connaîtront moins. Si il n'y avait pas, je dirais, ce genre d'initiative, l'histoire peut disparaître, les traces de cette histoire-là peuvent disparaître. S'il n'y avait pas Ouida 92 qui a lancé tout ce que nous voyons aujourd'hui, dont je considère les projets actuels comme la suite de Ouida 92, c'est que Herman, aujourd'hui, peut-être que la porte du non-retour n'aurait pas existé, la route des esclaves n'aurait pas existé, le fort portugais n'aurait pas existé, et que donc Ouida serait, excusez l'expression, désert historiquement. Oui, les parents, les grands-parents raconteraient que oui, il y a eu la traite par ici, voilà la route, mais sans que ce ne soit matérialisé, il n'y aurait pas eu ce tourisme mémorial aujourd'hui qu'il y a du côté de Ouida. Donc oui, c'est vrai, c'est une infimité, c'est douloureux comme histoire, mais je dis, on peut préserver ça et on peut tirer le meilleur de cette histoire-là. Ce que je voudrais ajouter, pourquoi c'est important je veux dire, on parle souvent seulement de Ouida quand on parle de l'esclavage. Moi, j'ai été surpris dans mes lectures de découvrir, par exemple, qu'une ville comme Djougou est concernée par cela. Il y a un auteur qui s'appelle Lovejoy. Lovejoy a écrit une biographie d'un personnage qu'on appelle Bakwakwa. Bakwakwa, quand il raconte son histoire, très jeune, je crois 10-12 ans, il a été déporté de Djougou. Il a fait le long du trajet pour se retrouver à Ouida et ensuite a été déporté jusqu'à Londres. À Londres, il a connu plusieurs maîtres. Il est passé de maître en maître et pas fini. Il a été, disons, évangélisé. Il est devenu, il est devenu évangéliste. Et le nom a été un peu déformé. Alors, Bakwakwa, quand vous lisez l'ouvrage Bakwakwa, moi, j'ai été surpris. Quand il fait la description de Djougou, il dit qu'il est arrivé à Londres, ça ressemblait, c'est une description physique étonnante. Et ce qui m'a même surpris, c'est que le Dendi qu'il parle, c'est exactement la variante Dendi de Djougou. La manière de compter. Quand vous regardez, vous lisez la description, la manière de compter, et tout ça, malheureusement, beaucoup de gens à Djougou ne savent pas, par exemple, qu'il y a eu un personnage. Et peut-être au-delà de lui, il y a eu plusieurs autres qui ont été déportés dans plusieurs zones du Bénin. Évidemment, Ouida, c'était un point de départ. C'est pourquoi Ouida est très connu. Mais je crois qu'il faudrait que les historiens puissent agiter ces réflexions-là pour savoir qu'il n'y a pas eu que Ouida, que dans tout le Bénin, il y a eu plusieurs endroits d'où sont partis, disons, des Béninois, disons nos ancêtres, et qui ont quitté. Et il faut parler de cette histoire-là parce que quand on parle de vérité et réconciliation, il faut bien qu'on sache la vérité pour pardonner. Donc, faire le deuil, disons, de l'esclavage, c'est important, mais il faut d'abord connaître
Il faut connaître ça pour pouvoir pardonner. C'est important. Alors Rebecca, quel est le message qu'on veut véhiculer en cherchant à réhabiliter cette mémoire? En cherchant à réhabiliter cette mémoire, je pense que c'est d'abord pour les enfants, c'est d'abord pour la génération future, parce que nous, on a connu l'histoire de l'esclavage on l'a appris à l'école, grâce à des cours de géographie aussi, grâce à des sketchs, des films. Et je pense tout de suite à ce film-là, Kunta Kinte, c'est bien ça, hein, qui nous a beaucoup enseigné sur l'esclavage. Alors aujourd'hui, il faut pérenniser les acquis, mais pérenniser les acquis, c'est aussi ériger des monuments pour pouvoir conter cette histoire aux générations futures. Et je pense qu'il y a déjà des projets en cours. Bruno le disait tout à l'heure. Il faut aussi inscrire, selon moi, l'esclavage au programme scolaire. Je pense que nos invités sur le plateau vont s'y mettre, c'est sûr. Organiser aussi des séances aussi bien à l'endroit des enfants, à l'endroit de la jeunesse, aussi bien aussi à l'endroit des personnes d'un certain âge, parce qu'il y en a qui sont toujours au Bénin, mais qui ne connaissent pas l'histoire forcément de l'esclavage que nous avons vécu. Ça fait mal, certes, monsieur Boussou le disait tout à l'heure, ça fait mal, mais il faut connaître l'histoire pour pouvoir mieux affronter le futur. Alors, Arthur Vidot, dites-nous, est-ce que cette réappropriation nous aide à restaurer, on va dire, notre histoire, souvent biaisée ou tuée? Tout à fait, il faut se réapproprier son histoire. Mais avant d'intervenir sur ce point, j'aimerais faire signifier qu'il ne s'agit pas uniquement que de l'histoire de l'esclavage, mais il s'agit de l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Parce que la traite négrière n'est pas égale à l'esclavage n'est pas égal à la traite négrière. Donc il est important... Aidez-nous justement à faire le distinguo entre ces terminologies, entre ces termes qu'on utilise au quotidien. Beaucoup assimilent les deux expressions. Mais dites-nous fondamentalement de quoi il s'agit. Bon, essentiellement, il y a 2 points sur lesquels je peux apporter des clarifications. Le premier point, c'est que l'esclavage est plus ancien que la traite des esclaves. Et l'esclavage, en fait, c'est la condition de servitude d'un homme sous la domination d'un autre homme. Et le commerce des esclaves, ou bien la traite négrière, ou la traite des noirs, est tout simplement la commercialisation de ces esclaves-là. On remarque même que dans certains pays africains, il y a la traite négrière, l'esclavage qui continue toujours, en l'occurrence en Éthiopie, avec les Oromos, je crois. Même en Mauritanie, dans une bonne mesure. C'est vrai qu'ils n'aiment pas trop qu'on en parle. Un pays comme celui-là, il y a des Noirs qui sont considérés comme, disons, de rang inférieur. On les retrouve d'ailleurs, par ailleurs, quelques-uns au Sénégal, disons, d'origine mauritanienne, mais, disons, au Sénégal, c'est des Noirs comme vous et moi, contrairement à la majorité, disons, des Mauritaniens qui ont, disons, une couleur beaucoup, disons, apparentée à celle des Arabes. Eh bien, il y a aussi des Noirs qui sont des Mauritaniens. Voilà, pour en revenir au fait, donc, dites-nous justement, est-ce que la réappropriation de cette histoire ne nous aide pas à plus ou moins, à plus ou moins restaurer cette histoire qui a souvent été biaisée ou carrément été tuée? Tout à fait. Comme je l'ai dit, je dis que l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage fait partie intégrante de notre passé. C'est vrai que c'est une histoire qui est douloureuse, c'est une histoire qui est parfois difficile à entendre ou à suivre ou à écouter, mais elle fait partie intégrante de notre passé. On pourrait étudier l'histoire de la traite négrière comme on étudierait l'histoire de l'ingratitude, l'histoire de la méchanceté, l'histoire du mensonge, l'histoire de la prostitution, par exemple, qui sont des aspects de notre histoire qu'il faut étudier, qu'il faut explorer. L'histoire n'est pas toujours, entre guillemets, le récit des faits positifs ou des hauts faits, mais il y a également des faits qui ne sont pas glorieux, mais qui peuvent nous servir d'exemple afin d'améliorer notre quotidien. Et tout à l'heure, quand Mademoiselle disait que étudier cette histoire-là, il faut la faire pour nos enfants. Je ne pense pas que ce soit uniquement que pour les enfants. Il faut que ce soit pour nous-mêmes d'abord. Pour nous-mêmes en ce sens qu'aujourd'hui, quand on parle du phénomène de Vido-Mengon, le phénomène de Vido-Mengon est une forme d'esclavage. Et cette forme d'esclavage-là est due au fait que parfois nous ne sommes pas conscients que cette pratique-là existait à un moment et qu'il ne faut pas encourager cette pratique-là. Et donc il ne s'agit pas seulement que de former ou de tenir informer nos enfants, mais il faut que cette histoire nous serve à quelque chose en fait. Et je crois que à l'université, comme le collègue a dit, la question liée à la traite négrière et à l'esclavage fait partie intégrante des débats qui sont en cours
aussi bien dans les amphis, aussi bien dans les séminaires, les colloques et autres, afin de mieux faire connaître ce passé-là, afin d'avoir un regard africain, un regard béninois sur nos réalités, sur l'histoire de la traite négrière. Aujourd'hui, quand on parle de la traite négrière, on pense automatiquement à Wida Aglekwe, comme le collègue a dit. Mais en fait, il faudrait qu'on revoie un peu la question liée à la route des esclaves. La route des esclaves ne prenait pas uniquement en compte la partie méridionale de notre pays. La route des esclaves allait jusqu'à la partie septentrionale. Dans la Takora ou dans le Borgou, il y a des populations qui étaient concernées par le commerce des esclaves. Donc il y a un déferlement de populations, de captifs du nord de notre pays vers le sud de notre pays et jusqu'à ce que ces derniers-là soient envoyés dans d'autres contrées du monde. Donc il est important de nous approprier ce passé-là. Les historiens béninois font beaucoup d'efforts, mais peut-être que nous sommes moins connus ou nos travaux sont moins diffusés dans notre pays, mais les historiens béninois font beaucoup d'efforts. Avant d'en venir à ce qui se fait aujourd'hui donc pour la réappropriation de cette histoire, au-delà de ce que fait justement aussi le gouvernement en voulant donc ériger, on va dire, ces mémoriels-là pour nous permettre de nous réapproprier l'histoire. Djibril, dites-moi, est-ce qu'on le sait, ces lieux-là sont soumis à beaucoup d'enjeux politiques, sociaux, touristiques? Est-ce que, on va dire, cette réappropriation ne risque pas de devenir des agitateurs de conscience et voilà, finalement, plutôt que d'unifier un peuple, va le diviser encore davantage? Parce qu'on le sait, jusqu'aujourd'hui, il y a des communautés qui ne s'entendent pas du fait de ce passé quelque peu, on va dire, cynique. Oui, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire, mais tout dépend de la pédagogie par laquelle, disons, la pédagogie qu'on prend pour enseigner cela. C'est vrai qu'il y a des peuples qui, jusqu'à présent, sont considérés comme des traîtres, à telle enseigne que c'est difficile d'avoir des alliances entre telle ethnie et telle autre du fait de ce passé douloureux. Mais il faut pouvoir transcender cela. Pouvoir transcender cela, c'est d'abord en parler. Et en parler, c'est thérapeutique. Ne pas en parler, mettre ça sous le boisseau, c'est ça qui est très dangereux parce qu'il y en a qui essaient de travestir l'histoire. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on a cru, ce qu'on a entendu, ce qu'on appelle généralement l'impressionnisme, ce n'est pas forcément ça qui est vrai. Si on laisse, disons, les historiens faire le travail, si on commence à enseigner tout cela d'abord à partir du primaire, c'est important, et progressivement, je crois qu'on va arriver à savoir que ce qui est en cause, ce ne sont pas les ethnies, mais c'est l'être humain. C'est-à-dire c'est notre côté bestial qui, à un moment de l'histoire, est venu en surface et qui a amené à toute cette dérive-là. Et c'est important de savoir cela parce qu'il y en a qui ont vendu les frères pour des pacotilles, qui pour un miroir, qui pour une bouteille de whisky, qui pour je ne sais quoi. C'est montrer jusqu'où cette bestialité qui est en chacun de nous peut aller. Le savoir peut nous permettre de mieux comprendre que, attention, il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Donc, il y a cette réappropriation permet à tous, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes de culture, que ce soit monsieur tout le monde, que quand on veut construire, quand on veut qu'il y ait un vivre ensemble, il faut que cela soit basé sur des piliers. Et parmi ces piliers-là, il faut connaître l'histoire. Pourquoi, disons, nous avons eu à connaître ces genres de méchanceté humaine? Si on en parle, chacun saura que, attention, dans le passé, voici ce qui a conduit à ça. Et désormais, le savoir, se dire plus jamais ça. Voilà, et c'est thérapeutique. C'est thérapeutique. C'est ne pas en parler qui est dangereux. Juste pour compléter, parce que votre question est vraiment importante, il va falloir véritablement qu'il y ait de la pédagogie dans ce projet, parce que lorsque vous regardez à travers le monde, après les Première et Deuxième Guerres mondiales, il y a eu des monuments qui ont été érigés dans certains pays sur des lieux de défaite de certaines batailles, sur les lieux de défaite de certaines guerres, de certaines soumissions, etc., où des peuples, jusqu'à présent, lorsqu'ils voient cette place, lorsqu'ils arrivent à cette place, ils ont un sentiment de revanche, Ils sont révoltés. Ils sont révoltés, en fait. Et donc, c'est un couteau à double tranchant. Je pense que votre question est vraiment importante. Donc, il va falloir, comme le professeur l'a dit, il va falloir aller avec beaucoup de pédagogie pour faire comprendre aux gens que voilà, c'est du passé. Aujourd'hui, on peut se mettre ensemble, on peut avancer.
Parce que s'il faut regarder toujours derrière et vouloir rattraper les choses, vouloir refaire, je ne sais pas, la parité, l'équilibre, ce n'est pas toujours avantageux. Ailleurs, d'autres aussi ont vu d'autres places érigées. Ils ont, avec de la pédagogie, voilà, le message est passé autrement et les gens avancent aujourd'hui ailleurs. Donc, je pense qu'on doit se mettre dans une certaine lancée. C'est là qu'il faut faire confiance, disons, aux universitaires béninois. Absolument. Et là, il faut que nous rendions hommage à nos maîtres. Il faut que nous rendions hommage à tous ces historiens béninois qui font un travail d'orfèvre, il faut le dire. Au-delà des historiens, c'est ceux qui font des travaux en socio-anthropologie aussi. Ils font un travail d'orfèvre. C'est vrai que ces travaux-là ne sont pas connus, mais c'est très important, ces hommes de culture. C'est vrai qu'il y en a aussi qui sont des écrivains. Je pense à quelqu'un comme Tidjani Sepos qui a été à l'UNESCO. Je pense justement, au professeur et qui a Olabi justement conduit, je crois, les travaux de WIDA 92. Ah oui. Je pense au professeur Olabi qui a été ambassadeur du Bénin à l'UNESCO pendant un grand moment, qui est d'ailleurs membre de l'Académie Yoruba. Ces hommes de culture, il faut leur faire appel. Hein, je pense au professeur Montondi. Il y en a beaucoup. Le premier ministre du président Soglo. Le Bénin regorge de beaucoup de compétences en la matière. L'essentiel, c'est de leur faire confiance et surtout de ne pas tout laisser aux politiques. C'est quand on laisse tout aux politiques qu'il y a la dérive. Fait appel aux hommes de culture du Bénin, parce qu'il y en a de la ressource humaine, il y en a en la matière pour conduire. Absolument. Ces projets. Djibril, on va ouvrir tout à l'heure cette brèche sur ce que font les universitaires. Mais avant, Rebecca, on sait que les fantômes du Brésil nous hantent toujours, pour utiliser l'expression, on va dire le titre de l'ouvrage de Florent Kwaozouti, qui décrit si bien cette situation. Mais que faire? Que faire? Vous avez commencé par le dire. Oui, tout à fait. L'histoire est têtue, mais il faut avancer. Monsieur Boussou le disait tout à l'heure, il faut avancer. Et donc, tel que je le disais, il faut déjà qu'on s'approprie nous-mêmes l'histoire. Et s'approprier l'histoire, c'est d'abord connaître, c'est d'abord enseigner, c'est d'abord faire des recherches, c'est d'abord mettre en lumière tout ce qui est fait, toutes les réalisations au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Et je pense qu'avec cette démarche, on peut aboutir à quelque chose de potable. Alors, Arthur Vidot, justement, on en vient à vous. Vous êtes enseignant au département d'histoire. Quelle est la place de cette histoire-là dans les curricula de formation? Il faut dire qu'en deuxième année, déjà, il y a 2 cours. Pourquoi pas en première année déjà? Bon, peut-être en première année, oui, mais il n'y a pas de cours spécifiques comme ça en première année, mais déjà en deuxième année, il y a deux unités de valeur qui portent sur la question liée à la traite négrière. Donc la première porte sur les traites transsahariennes et transorientales. Et la seconde UV porte sur la traite transatlantique. Donc ces cours-là permettent aux étudiants de savoir qu'il n'a pas existé qu'une seule traite sur le continent africain, mais il a existé plusieurs traites. Il y a une traite à partir de l'océan, une traite à partir du Sahara et une traite en direction de l'Afrique orientale. Et donc on étudie, on voit quelles sont les raisons qui ont entraîné la commercialisation des Noirs comme esclaves. Quelles ont été les conséquences de cette pratique-là et quelles ont été les conséquences aussi bien sur le continent africain qu'en dehors du continent africain et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus que ce genre de pratiques-là se répètent sur le continent africain. Voilà. Alors, Djibril, on le sait, ces cours-là sont dispensés déjà depuis le primaire. Est-ce que c'est déjà suffisant ce qui se fait au primaire déjà ou il faut accentuer encore plus le travail? Il faut accentuer beaucoup plus le travail et au-delà de l'histoire aussi, il y a les sciences du langage. C'est important de savoir que même à travers nos langues, il y a des vestiges, disons, de l'esclavage et de la traite négrière. Il y a mon directeur de thèse, le professeur Flavien Beto, qui a écrit, disons, un livre sur les emprunts d'origine étrangère dans le Fongwe. Et vous apprenez qu'il y a plusieurs mots dans le Fongwe actuel qui nous viennent, par exemple, du portugais. Un mot comme Tiavi. Tiavi, la clé, ça nous vient, disons, du portugais. Vous allez voir plusieurs emprunts comme ça, linguistiques, qui sont les vestiges, qui sont les traces, disons, du passage, disons, des anciens négriers sur la côte ici. Et quand on enseigne les sciences du langage, quand on enseigne notamment les emprunts dans nos langues, il faut expliquer d'où ça vient. Et c'est lié justement à l'histoire aussi, pour qu'on sache que certains emprunts sont en fait des traces du passage, disons, de ces négriers ici. Je voudrais dire qu'au-delà aussi des universitaires, il faut dire que les hommes de culture, notamment les artistes,
vont jouer un rôle très important, disons, dans cette démarche aussi. C'est pourquoi je voudrais saluer la mémoire de quelqu'un comme Jonas Pedro. Jonas Pedro qui a fait une chanson très, je vais dire, presque un travail d'historien. Sa chanson, du coup, ça s'intitule Ketou. Quand vous écoutez la chanson de Jonas Pedro, dont on a célébré l'anniversaire il n'y a pas si longtemps, le 12 août. Le 12 août, quand vous écoutez la chanson comme Ketou, il vous décrit comment les gens ont quitté Ketou, etc., ils se sont retrouvés à Cuba, etc., etc., et vous vous rendez compte que même les artistes peuvent participer à cette œuvre d'éducation de la masse, à savoir à travers des chansons en disant, disons, des choses qui apaisent, mais en n'oubliant pas l'histoire. C'est très important. Donc, et les artistes, à travers leurs chansons, et les artistes, à travers des choses qui sont peintes à travers, comment dirais-je, tout ce qui est œuvre d'art, au-delà des musées, de la peinture, tout et tout, il faudrait qu'on puisse rappeler ces éléments-là, qui sont des éléments de notre histoire. On ne peut pas gommer l'histoire d'un peuple. Hein? Et à travers l'histoire d'un peuple, disons, la langue est, disons, ce pilier-là qui porte tout ça. Et quand nous parlons nos langues, dans toutes nos langues béninoises, il y a quelque part, quelques traces, on en retrouve toujours, disons, de ce passé, qu'il soit glorieux ou non, c'est important de le savoir. Oui, Arthur, pour finir. Je tiens à préciser que, en fait, nous intéresser à l'histoire, la traite négrière et l'esclavage, ce n'est pas toujours aborder des aspects douloureux ou tout ça. Mais l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage fait référence aussi à l'histoire des brassages culturels. Absolument. Parce qu'il y a eu des populations qui ont été prises du nord de notre pays, qui sont envoyées jusqu'au sud et qui finalement se sont accommodées à l'environnement. Quand vous prenez le groupe socio-culturel FON, par exemple, le FON constitue un groupe métissé, vraiment métissé. Quand vous êtes FON, il y a en vous un côté Nago, il y a en vous un côté Mahi, il y a en vous un côté Adja, il y a en vous un côté Dja, etc. Et donc, nous intéresser à l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage, c'est quelque part nous intéresser au passage de l'État à l'étape de nation, parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore une nation. Nous sommes encore des micro-nations. Tout à fait. Donc, pour parvenir à ce stade-là, il faudrait parler des brassages ethniques, des brassages socio-culturels. Et donc, l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage nous aide aussi à nous intéresser à ces brassages-là qui certainement vont nous emmener au stade ou à la position des nations. Merci beaucoup à Tuvilo. Merci également. Oh, Djibril. Oui, Djibril. En 10 secondes. En 10 secondes. C'est pour nous éviter la guerre de et ou qui, dans un pays, dans notre sous-région, a amené, disons, une douleur intense. Parce que quand vous considérez certains peuples comme des étrangers, alors que depuis, mettons, 5 siècles, ils étaient déjà sur votre territoire, on ne pourra pas dire, par exemple, que les Sonra et les Dendi qui sont à Djougou, on va dire que ce sont des étrangers. Malheureusement, c'est des choses, et c'est des choses que les politiques agitent souvent. C'est pourquoi j'attire notre attention. Du Ghana qui a déjà réussi dans ce projet dans lequel nous lançons aujourd'hui le monument à Elmina et à Cape Coast. Voilà, c'est passé et dans la paix, dans la tranquillité. Après, bon voilà, on va tirer le meilleur à travers le tourisme mémorial. C'est environ 12 millions de touristes. Il faut apprendre à se découvrir les cultures. Et aussi, c'est le MIM, le Musée international pour la mémoire et de l'esclavage qui sera désormais implanté. Messieurs, c'est la dernière étape de cette émission, c'est le quiz. Le quiz, mes chroniqueurs, eux, ils le savent déjà. Pour vous, Monsieur Boussou, vous le savez? Vous connaissez le principe? Je vais découvrir. Arthur, non, pas du tout. Alors, c'est 5 questions pour déterminer un grand champion. 5 questions quand on vous constitue en équipe. Voilà, je donne les indices et vous essayez de trouver la réponse adéquate. C'est quoi les équipes déjà? On fait chroniqueur contre les professeurs d'université. Bruno, tu veux? C'est un match déséquilibré, mais avec un peu de courage. Je ne voudrais pas qu'il y ait une déculottée à la Barça. On va y aller très rapidement parce qu'on n'a plus que 3 minutes. On n'a plus que 3 minutes. Équipe A, équipe B. Qui suis-je? Je suis né le 16 janvier 1917 à Abomey et mort le 8 mars 2002 à 85 ans. Je fus une personnalité politique béninoise, membre de l'Union progressiste dahoméen. Justin Tometti Aoumadégbé. Justin Tometti Aoumadégbé. Bonne réponse. Allez, donc, Premier ministre du Dahomey du 25 janvier 64 au 29 novembre 65, j'exerce brièvement les fonctions de chef de l'État, président du Conseil présidentiel, donc du 8 mai au 26 octobre 1972, avant d'être renversé par le coup d'État du général Mathieu Kérékou. Je suis Justin Tometti Aoumadégbé. Si vous ne l'aviez pas,
Ce serait une punition pour vous. On a échappé belle. Qui suis-je? Né dans les années 50 et mort en 1908. Mon règne s'étend de 1874 à 1908 et fut marqué par une alternance d'alliances et de conflits avec des voisins militairement puissants et expansionnistes. Pressé de prendre le pouvoir aussitôt après la mort de mon père Sodji en 1800. Tofa. Tofa encore nous. Tofa. Bonne réponse pour l'équipe B. On a dit avant, Herman. Bonne réponse pour l'équipe Moi, B. je réclame là-bas. Je réclame là-bas. Bonne réponse pour l'équipe B. Donc, une fois installé sur le trône par Glélé, mon cousin royal, mon royal cousin, donc, j'ai entrepris de consolider mon pouvoir, d'assurer la sécurité du territoire et de son royaume et d'œuvrer pour la prospérité de ce dernier dans un cadre indépendant du Dan romain. Je suis l'un des rois historiques du royaume de Hogbon où j'ai eu statut à l'entrée de la ville capitale. Je suis Tofa. Que suis-je? Messieurs, soyez attentifs. Je suis une maladie qui sévit toujours de nos jours en Afrique, en Asie, en Amérique et je fais partie des maladies actuellement réémergentes dans le monde. Près de 50 000 cas humains. La peste? Si c'est Oui, une bonne la réponse, c'est que vous emporchez un deuxième point. C'est une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse. Emmanuel, c'est pas triage, je proteste. Près de 50 000 cas ont été déclarés à l'Organisation mondiale de la santé entre 1990 et 2015 dans 26 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. L'Afrique subsaharienne est actuellement la partie du monde la plus touchée, avec la République démocratique du Congo, l'Ouganda et surtout Madagascar, qui est le pays qui recense le plus de cas humains de peste au monde. Je suis une maladie des rongeurs principalement véhiculée par le rail, transmise à l'homme par piqûre de plus de rongeurs infectés. C'est le pasteurien Alexandre Yersin qui découvre en 1894 la bacille responsable de la maladie Yersinia pestis, bactérie d'une extrême virulence. Je suis la peste. 2-1. Qui suis-je? Écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et journaliste français né en Algérie. Dans mon œuvre, je développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine, mais aussi... Albert Camus. Albert Camus. Albert Camus. Non, mais j'ai dit avant, Albert Camus. Ah, vous l'avez dit avant? Ah, oulala. 2 points partout alors? 2 points partout. Ah, ben, heureusement. Journaliste militant engagé dans la résistance française et proche des courants libertaires. Dans les combats moraux de l'après-guerre, je reçois le prix Nobel de littérature en 1957. Je meurs à 46 ans dans un accident de voiture avec Michel Gallimard. Je suis l'auteur des ouvrages La peste et l'étranger. Je suis Albert Camus. Pour finir, pour départager, qui suis-je? Allez, on a encore combien de minutes, sinon combien de secondes? 30 secondes. Qui suis-je? J'ai grandi dans le village autrichien de Thal. Je me livre aux joies du culturisme dès l'âge de 14 ans pour devenir un champion de musculation. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Oui! Arnold Schwarzenegger. Sur le fil du rasoir, il a sorti un match monstrueux. Arthur Vido, Bruno, tu n'as pas aussi démérité. Tu as sorti un grand match. Mais malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. Merci à tu, merci Djibril, merci Rebecca, merci Bruno, merci aussi à Mylène, merci à Ariane Silva, à toute l'équipe de préparation et de présentation de cette émission. On se retrouve demain quand il sonnera très exactement 7 h. D'ici là, portez-vous très bien parce que vous le savez, sans vous, nous n'existons pas. Au revoir.